Salut à tous les amis, nous sommes à 1 mois, 30 jours du début de la reprise de la NBA. Et donc, nous allons faire un marathon des previews NBA, tout simplement. Erwan et moi, pendant voilà, un bon mois, eh bien, nous allons être là tous les jours pour décrypter chacune des équipes NBA. Comment tu te sens? Ça va très bien, pas le temps de digérer la médaille de bronze. Absolument. Déjà, voilà, boum, rebascule sur la NBA. C'est ça. Le basket est un sport formidable. Absolument, oui, parce que c'est vrai, tu as raison. La semaine dernière, c'était la fin de la Coupe du Monde. Cette semaine, on a eu Francky. Et donc là, c'est parti pour parler de NBA. Il va falloir faire ce petit switch mental, entre guillemets, même si ce qui compte, c'est de parler de basket avec vous. Ah, oui, il est absolument. Erwan vient de dire donc qu'il était habitué à tout ça. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et sur ce magnifique plateau, eh bien, nous allons commencer avec les Phoenix Suns. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est la dernière équipe au classement dans la conférence Ouest. Deuxième ex-aequo, puisque la pire équipe de la NBA, ce sont les... Je sais pas de quoi tu parles. Ce sont les potes d'Erwan, les Knicks de New York. Donc commençons par cette équipe des Phoenix Suns où il y a pas mal de choses à dire. Mais j'avais surtout envie de commencer par l'ADN de l'équipe, puisque ça fait depuis 2015 qu'ils n'ont pas gagné plus de 25 victoires sur une saison. C'est un bilan plutôt catastrophique. Et donc pour tenter d'aller mieux, ils sont allés chercher Monty Williams, un coach très demandé. 126 victoires sur les 5 dernières saisons, on peut dire que le bilan est catastrophique. Et donc oui, donc il y avait un problème de coach, il y a eu un énorme turnover depuis 5 saisons. Et c'est vrai que ça commence par là, quelque part, par avoir une tête pensante, un coach un peu référencé, un coach qui était, comme tu le dis, très demandé. Les Lakers, notamment, étaient sur les rangs. Il a refusé les Lakers pour aller aux Suns. Il a refusé, et c'est lui qui a voulu aller aux Suns. Donc je pense qu'il doit avoir une idée derrière la tête et qu'il a bien dû fitter avec le front office dans les discussions et qu'il doit bien connaître quelque part le profil de cette équipe-là pour dire « Ok, je sais où je veux les emmener ». Donc, et c'est ça qu'on a envie de voir chez les Suns, c'est que ça fait 5 ans que c'est une équipe qui végète, beaucoup de turnover, on l'a dit, dans le roster, mais aussi donc, sur le banc des coachs. Et finalement, ce projet qui est censé commencer depuis 5 ans, en fait, il ne commence pas. C'est une équipe vraiment qui végète. Voilà, on est vraiment dans la végétation. Dans la végétation, donc, tout à fait. Information intéressante, Monty Williams a signé pour 5 ans. Donc, oui, on va lui laisser évidemment le temps de l'installer. Mais c'est cool de le voir. On sait qu'il avait eu un drame familial incroyable. Il avait été coach aux Pelicans. Il était allé en play-off. Il s'était fait sortir par les Warriors à l'époque, lors du premier titre des Warriors de mémoire. Il était assistant, du coup. Il a été assistant d'OKC, puis assistant de Philadelphie. On lui avait laissé l'opportunité d'aller faire ses entretiens, justement, pour l'année prochaine en tant que coach pendant les play-offs. Moi, je suis plutôt hypé par Monty Williams. Je ne sais pas encore où est-ce qu'il va aller. C'est une des grandes interrogations de ce début de saison. Mais j'imagine que, comme tu l'as dit, un coach charismatique, un coach qu'on avait envie de revoir sur les bancs, eh bien, c'est ce qu'il fallait pour cette équipe. On note aussi que le GM, c'est James Jones, le pote de LeBron James. Donc voilà, il y a en tout cas une structure dans les bureaux et sur le banc qui est en train de se créer. En tout cas, dans la presse américaine, tout le monde est unanime pour dire que c'est un très bon choix des Phoenix Suns d'avoir confié l'équipe à Monty Williams. C'est une équipe jeune, même si on va le voir un petit peu plus tard, qu'il y a quelques vétérans qu'on a amenés et c'est pas plus mal. Ah, tout à fait, Aaron. Alors, il y a un truc dont je voulais te parler, c'est peut-être cette culture de la loose. Est-ce que tu penses que le fait qu'il n'ait gagné que 125 matchs là, en 5 ans, est-ce que c'est le coach qui peut changer complètement cette chose? On ne va pas sous-estimer quand même l'apport d'un coach au basket ou même dans le sport collectif. Et effectivement, et quand tu lis des articles sur les previews sur tous les sites américains référencés, tout le monde dit qu'ils sont dans un cycle terrible, dans un cycle de lose, qu'ils ne savent. Et cette équipe, c'est ce que j'ai marqué, ne sait plus gagner, doit réapprendre à gagner. C'est quand même les Phoenix Suns que certains ont pu découvrir avec Steve Nash. C'est une équipe qui avait fait une finale NBA face aux Celtics. C'est une équipe qui a une histoire. Alors, c'est pas les Bulls, c'est pas les Celtics, c'est pas les Lakers. Certes, c'est pas les Knicks non plus au niveau historique, mais... Tu dis contre les Celtics, je pensais aux Bulls plutôt. Non, Phoenix, contre Boston, ils font une finale. Et aussi, du coup, avec Charles Barkley. Et Charles Barkley contre les Bulls aussi, oui, voilà. tout à fait. Parce que je te regardais, je me disais, ils pensent... Ok, très bien. Non, mais ils ont fait une finale. D'ailleurs, il y a un match incroyable dans cette finale-là, avec un tir pour accrocher une prolongation, bref. Mais voilà, c'est une franchise quand même qui a une histoire, qui est une franchise installée en NBA depuis longtemps. Et mine de rien, ça fait 5 ans que c'est une équipe de losers. Tout à fait. Et pourtant, il y a un mec censé être une superstar, à qui on a filé un gros contrat, qui certes fait des stats, mais qui ne sait pas gagner. Et lui, pareil, il est à la croisée des chemins. Au bout d'un moment, tonton, on sait que tu as du talent. Nous, on l'a vu plusieurs fois aux États-Unis, on a eu cette chance-là. Effectivement, talentueux, incroyable. Maintenant, quand est-ce que tu gagnes des matchs? C'est quand même le plus important. Et j'adore donner cette stat que Jacques Monclar adore. La stat la plus importante,
c'est le score à la fin. Tu veux parler évidemment de Devin Booker, on va y revenir. Allons donc sur les départs et les arrivées qui ont eu lieu cet été. Il y a pas mal de changements, hein. Surtout à la main, hein, on va pas se mentir, Ricky Rubio va apporter beaucoup d'expérience. Dario Saric, Aaron Baines, Cheick Diallo est arrivé, Frank Kaminsky, il y a beaucoup de changements. Il y a quelques rookies aussi qui auront leur mot à dire. Départ de TJ Warren, de Joe Jackson, c'est les noms qu'on va surtout retenir pendant cet été. Kelly Oubre qui a été prolongé. Il a bien fini sur la fin de saison, notamment au scoring, il a plus 16 points par match et ainsi de suite. Mais moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est justement l'apport de certains joueurs qui ont du talent, évidemment, qui vont stabiliser des postes, mais qui vont apporter aussi de la profondeur de banc et de l'expérience, puisque c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le 5 majeur. On va voir qu'il y a un équilibre pour... Oui, vas-y, Erwan. Un petit mot sur les départs, il y a Rolls Spalding qui part, donc du coup, ils vont jouer en Molten. Hein. Voilà, bravo, bien sûr. Ouais, ça fait 30 secondes, j'ai envie de la faire. Oui, tu as bien fait. Allons sur le 5 majeur, on va voir ce qui a changé. Il y a des choses intéressantes, puisqu'ils ont toujours donc Devin Booker, qui est toujours là, hein, et DeAndre Ayton, qui est le numéro 1 de draft 2018. Il n'a pas été élu rookie de l'année, c'est Doncic, mais il est quand même à 16 et 10. Alors on peut en parler en un mot, mais c'est vrai que l'apport de Dario Saric, donc un poste 4 qui est au large, va laisser de la place au grand DeAndre Ayton. Ouais, puis Dario Saric, il sait jouer avec des pivots dominants. Il a quand même été plutôt bon autour de Joel Embiid. On s'en souvient sur son passage à Philadelphie. Un peu plus dans la difficulté dans une équipe qui se cherchait à Minnesota avec Karl Anthony Towns, qui est un autre profil. Mais DeAndre Ayton, un 5 donc plutôt pour lui proche de la raquette, qui s'écarte beaucoup moins que Karl Anthony Towns. Je pense qu'on peut retrouver un Dario Saric, plus le Dario Saric de Philadelphie que le Dario Saric de Minnesota. Et après, je trouve que j'aime bien Kelly Oubre Jr. dans les ailes. C'est bien d'associer des mecs autour de Devin Booker. Après, moi, j'ai du mal à croire des forts défenseurs. Même si, voilà, il a plus pour moi un profil de 6e homme. Vraiment, je trouve que tu sais très bien que j'aime beaucoup Kelly Oubre depuis le début de sa carrière. Pour moi, c'est plus un 6e homme. Il y a Mikal Bridges aussi qui peut faire la maille sur un défenseur fort aussi. Bah, justement, c'est vrai que alors aujourd'hui, quand on regarde les 5 majeurs un peu projetés, Kelly Oubre a été très fort offensivement en fin de saison, mais son profil, tu as complètement raison, je suis d'accord avec toi, c'est plus un 6e homme qui va sortir du banc, qui va apporter du punch, il est capable de slasher, capable de mettre des tirs, et Mikal Bridges est clairement un pendant sur les ailes de Devin Booker, parce que Devin Booker, faut planquer le mec quand on est en défense, et Bridges est capable, lui, d'aller défendre sur les meilleurs ailiers. Alors, je ne dis pas qu'il va les arrêter, hein, mais il a ce profil-là, en tout cas, d'être un soutier et d'être le 5e meilleur joueur du 5 majeur, mais d'être dans un profil de défense. Je suis tout à fait d'accord. Et surtout, pour revenir par rapport à Devin Booker et dans le 5 majeur, quand on l'associe à TJ Warren, il y avait 2 mecs qui ne défendaient pas. Et 2 scoreurs aussi. Ouais, 2 scoreurs aussi. Donc voilà, là, je trouve qu'on a trouvé, en tout cas, cet été, on a dit, OK, bon, Devin Booker va être notre option numéro 1 en attaque. Jusqu'à là, tout est normal. Derrière, on va mettre des mecs qui défendent un peu plus pour qu'on puisse quand même. On sait que c'est quand même l'année dernière, une équipe, c'est la 29e défense de la ligue. Et 28e attaque aussi. Donc, voilà, c'est une équipe qui attaque. Voilà, donc c'est une équipe, il y a un chantier énorme là-dessus à faire. Et je trouve que. On a essayé de mettre autour de Devin Booker des gens un petit peu plus sur des profils défensifs qui vont pouvoir faire un petit peu le sale boulot, et notamment avec Rubio, on va en parler tout à l'heure aussi, sur une pointe défensive. On l'a vu à l'Euro, c'est important d'avoir des meneurs pointe défensive, même si le basket FIBA n'est pas le même que la NBA, mais des meneurs défenseurs, les demander aux Clippers, c'est quand même pas trop mal. Parlons un peu du banc, il y a pas mal de joueurs talentueux. On se souvient que Tyler Johnson est arrivé l'année dernière de Miami. Alors il a son petit contrat, il est au chaud, mais c'est tout à fait le type de joueur qui peut t'apporter en sortie de banc lui aussi. C'est un joueur, une valeur sûre. Regarde, hop, ils sont là en train de rigoler. J'imagine que c'était après une défaite. On est à moins 40. Voilà, c'est un peu ça. Tyler Johnson, Frank Kaminsky est aussi arrivé. Cheick Diallo aussi dans des profils complètement différents. Et Aaron Baines. C'est quand même un secteur intérieur très intéressant avec plein de profils avec lesquels tu peux jongler. Alors, il y avait Rashawn Holmes qu'on aime beaucoup, mais finalement, qui a eu du mal, qui a eu du mal à s'imposer, à trouver sa place. Là, je pense qu'Aaron Baines derrière DeAndre Ayton, ça va être très bien. Aaron Baines, c'est une culture de la gagne avec l'Australie, avec les Celtics. C'est quand même un joueur référencé aujourd'hui à NBA qui peut apporter d'autres options que DeAndre Ayton ne peut pas amener un peu plus de large. Il va en falloir de ce basket très large en NBA, de l'adresse donc, et puis de la dureté aussi. Il va apprendre aussi à l'entraînement. Voilà, il va rentrer dans DeAndre Ayton. J'allais y arriver. La dureté à l'entraînement aussi. Je pense que c'est des mecs qui, à l'entraînement, ils doivent mettre du bois. Ça doit s'entraîner dur, et finalement, on connaît cette expression, on joue comme on s'entraîne. Absolument. Je pense que l'arrivée d'un mec comme Aaron Baines, c'est une très bonne chose pour DeAndre Ayton.
Absolument. Sur les autres, on a dit Frank Kamiński, qui lui aussi, dans un profil au large, il va pouvoir écarter les défenses. On verra quel sera son rôle, plutôt poste 4, poste 5. On verra. En tout cas, c'est vrai que ses intérieurs sont très intéressants. Il y a encore deux gars dont je voulais absolument te parler. C'est Ty Jerome, qui était à Virginia l'année dernière, et qui, quand on parle de culture de la gagne, alors certes, c'est en NCAA, mais quand tu es champion NCAA avec un rôle, eh ben, c'est jamais anodin. Donc, ce sera intéressant de le voir. Puis encore un mec qui peut envoyer. C'est le même poste que Devin Booker. Absolument, mais bon, c'est toujours. Je te dis pas qu'il va jouer 30, je te dis que c'est toujours bien d'avoir un mec. On vient de citer Devin Booker, oui, Tyler Johnson. Peut-être qu'il aura son mot à dire. Accroche-toi, voilà. Ah bah accroche-toi, bien sûr, mais quand on parle de culture de la gagne, peut-être qu'il aura ce petit mot à moins 40 pour que l'équipe revienne et gagne. J'ai entendu Paul qui dit qu'il peut jouer meneur aussi, oui, mais il y a Ricky Rubio qui va quand même grailler pas mal de minutes, et puis on espère qu'il est au Kobo quand même. Va lui aussi s'installer sur le deuxième meneur. Je pense que c'est pareil. L'arrivée de Ricky Rubio pour Eli Okobo, c'est quelque chose de bien. Absolument. Un profil totalement différent à Eli Okobo. J'allais te poser la question. Qu'est-ce que tu attends de cette deuxième saison NBA pour le bon Eli? De la constance qui s'installe. Vraiment. Il y a un nouveau coach. Il faut marquer des points très vite. On sait que le rôle de titulaire. L'année dernière, tu vois, mine de rien, on se disait, il y avait tellement le flou autour du poste de meneur, on s'est dit pourquoi pas mettre Eli Okobo titulaire? C'est pas une bonne idée. Trop jeune, pas prêt pour être titulaire, même d'une équipe merdique en NBA. Là, il y a Ricky Rubio qui va arriver, qui va stabiliser le poste. J'en suis persuadé. Ricky Rubio, on peut revenir un petit peu quand même sur son parcours. Quand il est à Utah, ils l'ont pas gardé parce qu'ils ont eu l'opportunité de Mike Conley et c'est normal. Mais quand il est arrivé à Utah, c'est une équipe qui est en train de progresser. Et ils ont continué de progresser avec Ricky Rubio. Donovan Mitchell ne s'est jamais plaint de jouer à côté de Ricky Rubio et quand il mettait 20-25 points par match. Donc je pense que Ricky Rubio va faire un bien fou à cette équipe et à ces jeunes-là. Donc il va stabiliser le poste et j'aimerais bien qu'Eli Okobo, lui derrière, apprenne déjà de la vista, de l'expérience de Ricky Rubio et qui surtout, il graille ce poste de deuxième meneur, que ce soit son poste à lui, qu'il ait 15-20 minutes derrière Ricky Rubio. Très bien. On a fait le tour sur Eli Okobo, je suis d'accord avec toi. J'espère qu'il va jouer et s'installer dans cette équipe. Donc allons sur le joueur clé. On n'a pas choisi Devin Booker, on a choisi donc Ricky Rubio, MVP de la Coupe du Monde avec l'Espagne, champion du monde. Il arrive pour stabiliser un poste. Alors oui, il n'est qu'à 12,7 points. Oui, il est entre guillemets qu'à 6 passes de moyenne sur la saison dernière. Il n'est qu'à 40% au tir. En carrière, il a 7,7 passes de moyenne. Mais surtout, il vient stabiliser un poste totalement meurtri depuis le départ d'Eric Bledsoe. C'est déjà en 2017, ça passe super vite. Il arrive aussi pour être le pendant de Devin Booker. Et on a la sensation, et tu as entièrement raison de citer son passage au Jazz avec Donovan Mitchell, qu'il est là pour sublimer un arrière-scoreur. Et on a la sensation que ça peut réellement marcher et qu'il va leur faire beaucoup de bien aux Phoenix Suns. Il va sublimer, je pense, cette année, Devin Booker. Ricky Rubio, c'est plus que des stats. Ses stats sont tout à fait corrects. On sait que c'est pas le gratin des meneurs NBA. Mais en tout cas, c'est un mec qui a une vraie expérience, qui a un vrai vécu et qui c'est plus que des stats. C'est parler, c'est savoir où mettre le ballon dans les moments clés. Je pense qu'ils ne se sont pas trompés, le front office de Phoenix, quand ils sont allés chercher Ricky Rubio. Il n'y avait pas 1500 options, il y avait mais pas c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver. Je pense qu'ils connaissent par cœur leur petit Devin Booker chéri, ils savent que c'est un mec qui mettra des paniers, quoi qu'il arrive, mais derrière, qui manque peut-être un peu, lui, de leadership, de sens collectif, au sens large du terme. Donc, je pense que Ricky Rubio va vraiment lui amener ça, et ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas lui prendre des tirs non plus, il ne va pas lui griller, parce que quand on mettait des murs, même Okobo, finalement, l'année dernière, quand on l'a vu jouer à Los Angeles, il fait son meilleur match en carrière. Qu'on fasse aux Lakers, mais finalement, finalement, Eli, il prend des tirs, c'est un meneur un peu scoreur. Là, il va enfin avoir un meneur gestionnaire qui va aller le chercher à lui. Et ça, c'est une bonne chose. Pareil pour DeAndre Ayton, le pick and roll avec Rubio Ayton, ça peut être plutôt intéressant. Ça va leur faire du bien collectivement d'avoir un meneur qui est capable de trouver l'homme libre, qui est capable de bien jouer le pick and roll. C'est vrai que DeAndre Ayton, on était un peu laissé à l'abandon, c'est-à-dire qu'on lui file la balle au début de match et puis tout d'un coup, on le voit plus du tout. Et lui aussi, on a une belle attente sur la régularité, notre ami DeAndre Ayton. Mais Ricky Rubio a ça en lui d'à la fois servir les grands, servir les gens autour, et puis on l'a vu sur la Coupe du Monde, il est capable maintenant de prendre le match à son compte d'un point de vue des points. Donc c'est une très belle addition d'après moi, sans les fanfares d'une superstar, parce qu'on aurait pu imaginer qu'Isaiah Thomas arrive, tu vois, pour être encore un d'autres arrière fou scoreur. Les gens, si tu demandes aux gens si Isaiah Thomas est un meilleur joueur que Rubio, la plupart des gens diront oui. Oui, mais ça se tient. Aujourd'hui, moi je suis au Sun, je préfère 1000 fois avoir Ricky Rubio meneur titulaire à côté d'Evin Booker qu'avoir Isaiah Thomas. Et puis défensivement, on sait que Ricky Rubio est un joueur très très solide et qu'il pourra apporter aussi de ce côté du terrain. Bref, c'est un très bel
un très bel apport à cette équipe. Et quand on l'ajoute donc à Dario Saric, à Aaron Baines, c'est ce type de joueurs-là, tous européens, enfin non américains plutôt, eh bien la culture de la gagne, un peu de défense, un peu de dureté. J'ai l'impression que cette équipe est meilleure que l'année dernière. Donc j'en arrive à cette petite question. L'année dernière, Erwan, les Phoenix Suns avaient gagné 19 matchs. Combien de matchs en plus tu les vois gagner, ou en moins d'ailleurs hein? Je les vois gagner 10 matchs au moins 10 matchs en plus. Tu les vois presque 30. Ouais. Moi, je te dis, je pense que c'est une équipe sérieuse. Alors, ils vont souffrir hein, sur le manque de vécu collectif, dans une conférence Ouest où quand même, la jungle. ça va être une jungle incroyable. Maintenant, il n'empêche que c'est une équipe qui a rien à perdre. Voilà, c'est une équipe, quand ils vont perdre 1, 2, 3, 4 matchs, ça peut arriver des fois sur des séries, il n'y aura pas le feu à la maison. Ils ont installé un coach, ils ont installé Ricky Rubio. Je pense qu'ils vont laisser bosser ces mecs-là. Ce qu'on peut leur souhaiter surtout, c'est d'approcher les 30 matchs. Les 30 victoires, pardon, et c'est qui commence surtout en fait ce qu'on dit, voilà, cette année on a mis cette pierre-là, bam, celle-là, voilà, mais c'est un mur maître qu'on a mis, tu vois, il faudra mettre des choses autour, il faudra mettre de la déco dans les années suivantes, mais déjà mettre un mur maître. Et ces deux-là derrière, l'année dernière on attendait quand même un début de Shaq et Kobe, hein. Ouais, on attendait quand même un début d'entente, ouais. On n'a rien vu de tout ça. On a vu DeAndre Ayton faire sa saison de rookie plutôt correcte, on a vu Devin Booker faire sa saison à lui au scoring, mais les deux entre eux, et on n'a pas senti encore une réelle alchimie. Ça serait bien aussi que Devin Booker commence à développer des affinités avec ses coéquipiers, qu'il ait des go-to-move comme certains ont pu avoir d'autres duos dans la ligue. Voilà. Et ça serait bien aussi qu'il se développe avec ses coéquipiers. Beaucoup de travail pour Monty Williams, en tout cas en perspective. Beaucoup de taf, ouais. Il va falloir trouver une identité de jeu, il va falloir trouver certaines rotations. Mais en tout cas, ils ont les ingrédients pour être quelque chose. On parle pas de playoff ou quoi, mais d'être quelque chose et de commencer un embryon d'ADN et d'identité. Ça sera déjà une victoire pour les Suns de commencer à avoir une identité, de commencer à être capable de faire quelques coups, gagner 3-4 matchs d'affilée, de faire des avoir faire des coups contre des grosses équipes, d'avoir aussi d'être par moment capable de faire des stops défensifs. Ce sera une première. Pour moi, c'est là où tout doit commencer. Absolument, c'est vrai. On est persuadé que Monty Williams aura ça dans sa petite besace. Voilà, on a fait la première vidéo de ces previews. On va pouvoir vous laisser tranquille et surtout vous retrouver demain, puisque demain on parle des Cleveland Cavaliers. J'aurai plein de trucs à dire, on parle d'identité et ainsi de suite. Eh bien, eux aussi, les Cleveland Cavaliers, il y aura beaucoup de choses à dire. Merci Erwan, merci Polo, merci Antoine. On se retrouve demain tranquille, et puis bonne journée, bonne nuit, et puis voilà, on se retrouve demain pour de la NBA encore. Ciao.